toutes et à tous, OPSAR. Je l'ai dit OPSAR, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'OPSAR, c'est l'Observatoire des achats responsables, qui est une association de responsables et de directeurs achats du privé et du public, qui a été créée il y a 1 an et demi, sur la base de volonté de partenariat entre les personnes de la compagnie des dirigeants des acheteurs de France et du SAE. À l'époque, j'étais effectivement chargé de mission interministérielle pour les achats responsables, poste que j'ai quitté pour laisser la place à Rémi Martrevec, qui officie aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, il paraît que, on vous a dit ce matin qu'on était des experts. On vient derrière une personne, d'abord Gilles Davar, qui a donné du sens, et 2 témoins qui ont fait part d'expériences extrêmement intéressantes, donc on est content de les avoir choisis pour ça. Et maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet du conseil, en quelque sorte, aux acheteurs. Et puisqu'on a un opérateur émérite, la personne d'Antoine, qui va pouvoir appuyer sur les touches de défilement. Tu commences par ça, toi. Non, parce que j'adore cette marguerite, mais bon, on y reviendra. Et alors, rentrer dans le sens, alors au départ, on n'avait pas totalement vu qu'on allait parler que de l'insertion ce matin et des PME ce soir, cet après-midi, mais un petit peu de l'environnement. Donc, alors, je voudrais simplement commencer par une provocation. Ceux qui me connaissent savent que j'aime ça. Provoquer, c'est rappeler que l'environnement, c'est par là que tout le monde a commencé, et que finalement, quand on parlait d'achat durable, c'est pour ça qu'on n'en parle plus maintenant, on ne parlait que des achats verts. Et puis d'ailleurs, les pouvoirs publics se donnaient des challenges en quelque sorte sur ce point, puisque vous savez que l'Europe a demandé aux États membres de faire 50% d'achats verts dans leur commande publique. Donc on a tous commencé comme ça, c'est très bien, mais du coup, dans l'acception des acheteurs et du public, les achats responsables n'étaient que verts. Donc il a fallu effectivement prendre la barre et dire oh, le social ça existe, l'économique ça existe aussi, puisque vous vous rappelez quand même que l'acte d'achat c'est d'abord économique, et que si on associe les objectifs de développement durable, c'est pour être en cohérence. Et là, je ne vais pas répéter ce que Gilles Davar nous a dit ce matin. Cadre cohérent du développement durable sur les 3 piliers. Je n'insiste pas plus que ça. Voilà. Et on passe sur le conseil. Je disais que c'est d'abord un acte économique. C'est un acte économique qui permet en fait d'avoir une cohérence d'approche. Très clairement. Et la cohérence d'approche, ça a un nom. Si on vous demande de faire des achats responsables 15 jours avant la publication du marché, votre réponse doit être non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça nécessite de l'anticipation, tout simplement. Ça nécessite de réfléchir en amont, et que le vrai sujet, il est là. Il est là et c'est pas un hasard. On parlera tout à l'heure sans doute de l'article 5 du Code des marchés, qui rappelle qu'on peut prendre en compte des objectifs de développement durable dans son achat. C'est même puissamment recommandé. Mais pour ça, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps, il faut un peu de dialogue avec les prescripteurs. Les prescripteurs, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font facilement du vert, de l'environnemental. Parce que les prescripteurs et les services techniques en général connaissent ça par cœur. Par contre, pour insérer des clauses sociales, il ne faut pas s'y prendre 2 jours avant. Il y a besoin d'un peu de réflexion et d'un peu d'accompagnement. Nous le verrons tout à l'heure. Donc, pensée globale, ça a l'air d'être simple comme ça quand c'est asséné d'une tribune, mais simplement il y a du contenu à l'intérieur de pensée globale, donc il faut tout voir, la quantification, la qualification. Qu'est-ce qu'on achète en fait? Est-ce que c'est le juste besoin? La détermination du juste besoin, c'est quand même d'abord tout à fait essentiel. Durée de condition, je passe. Faire le sourcing, aller chercher sur le terrain ce qui se passe, connaître les bonnes capacités de réponse, puis se donner les moyens de choisir les bonnes procédures adaptées à son besoin, au segment de marché et aux capacités de réponse des entreprises, etc., etc. Et puis se doter effectivement de toute la panoplie de l'acheteur professionnel et y compris l'exécution du marché à maîtriser et à surveiller, bien évidemment.
Objectif général, être intelligent. Tout simplement, alors ça s'appelle des achats à double bénéfice, hein, on peut dire ça comme ça. Double bénéfice, tout simplement parce que faire des économies intelligentes, c'est pour le service acheteur faire des économies, évidemment, mais qui ait du sens et qui ait un impact en termes de développement durable, ce qui veut dire que c'est aussi faire des économies au sens noble du terme pour la société, au plan des ressources ou au plan des emplois, puisque vous avez des créations d'emplois. Mais là, je vais laisser Rémi, puisqu'il m'a succédé au comité de pilotage de l'État exemplaire. Alors, je rappelle simplement à Lionel Ferraris que le SAE n'est pour rien sur le budget, le fameux 100 millions d'État exemplaires. C'est très clairement le cabinet de l'ex-ministre de l'Environnement et du Développement durable qui avait beaucoup insisté et qui a gagné un arbitrage avec un Matignon contre notre avis à l'époque. Donc voilà, j'ai rétabli les choses. Bonjour à tous, vous avez ici l'expert et l'expert, donc du coup et du coup. On s'est réparti l'intervention avec des éléments de hauteur de vue par Gérard et puis de côté plus opérationnel tout au long de la présentation par moi-même. Pourquoi? Parce qu'au sein du service d'achat de l'État, je suis en charge de l'animation de la mission interministérielle de la politique des achats responsables de l'État, ce qui fait que souvent, pour au moins les services de l'État et sans doute plus tard pour les opérateurs, je serai la porte d'entrée, la pré-AMO, enfin tout ce que vous voulez, sur ces questions du développement durable. Alors, le double bénéfice, simplement rappeler que l'État, ça a été un peu dévoilé par Génie Damar en 2008, dans le cadre d'une circulaire État exemplaire, se fixer certaines orientations, des orientations sociales, elles ont été rappelées par l'intervention du Louvre, mais on a également des éléments globaux, transversaux, qui sont par exemple la clause sociale, avec l'objectif qui a été rappelé, mais pour pas mal de segments d'achat qui sont à l'écran, des objectifs soit environnementaux, soit également sociaux. Alors, même si ce n'est pas le cadre de l'intervention d'aujourd'hui, je voudrais, en slide suivante, vous rappeler que pour faire des achats sociaux responsables, avant de passer aux outils, excusez-moi, il y a les objectifs d'utilisation dans la commande publique parce qu'il est très clair que c'est un levier d'insertion. Ça a été dit, je ne sais pas si ça vous a frappé, les chiffres qui ont été cités par le musée du Louvre, en nombre d'heures, en nombre de TP, on s'aperçoit que ce n'est pas totalement anodin. Vous allez dire, il y a peut-être 4,5 millions de chômeurs, donc ça reste assez réduit, mais n'oublions pas que le levier de l'achat est un réel levier d'insertion des personnes en difficulté. Gilles l'a également dit, c'est une ardente obligation dans notre service à l'endroit des publics. Voilà. Deuxièmement, c'est quand même aussi se rappeler qu'au global, alors on n'a pas d'études macro, c'est souvent une critique qui est faite et de la limite de cette expression, mais on peut se douter quand même qu'au global, c'est moins cher pour la société de remettre à l'emploi des personnes que de les indemniser pour aller très vite, sans stigmatiser quoi que ce soit, mais on se rend compte que de toute façon, quand vous avez comme ambition, c'est celle de l'État, de remettre à l'emploi, enfin c'est l'ambition, mais c'est surtout le potentiel, 22 000 personnes au travers des marchés publics, et de la commande publique en général, plutôt, c'est une note de l'IGF qui nous le dit l'année dernière, 22 000 personnes à l'emploi, ça fait, on multiplie à peu près par 3 pour la famille, etc. etc. Donc vous voyez que ce n'est pas un impact négligeable, et puis c'est aussi une solution pour ramener à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Alors il y a différents stades de l'éloignement, donc de l'employabilité, mais on s'aperçoit que sur les prestations qui ont été évoquées, par exemple, c'est des personnes en employabilité très limitée et que c'est la première étape éventuellement pour les remettre à l'emploi. Mais il ne faut pas non plus avoir des idées trop arrêtées sur les publics susceptibles d'être en insertion. Et puis, vous dire quand même que la motivation elle peut résider dans le fait que souvent les résultats sont plus importants que ce qu'on avait imaginé au début. C'est-à-dire qu'on se dit on va faire un effort et puis on va s'y mettre. On va dire ça va être dur, enfin, on est là toute la matinée pour vous expliquer que ça va pas être si dur que ça, mais en plus vous serez récompensé, enfin, surtout les publics qui auront trouvé de l'emploi, mais vous-même dans votre travail d'acheteur, ça a été souligné par Lionel Ferraris, c'est ce côté porteur de sens, c'est ce côté noblesse du métier, hein, on n'est pas des simples approvisionneurs, on peut y être
mettre un peu plus de sens. Donc, on va pas revenir sur les 3 derniers puces du slide, puisque c'est des modalités. J'ai déjà dépassé mon temps de parole. Ce sont des modalités d'insertion. Et là encore, tout au long de la matinée, on vous dira les outils où vous trouverez de manière plus détaillée ce genre de mode d'emploi. Je vais passer rapidement sur les clauses utiles en matière d'achat public éco-responsable. Hein, c'est écrit en vert. Vous rappelez, mais on va vraiment aller très vite sur ces points-là, que les clauses utiles sont surtout à l'article 6, puisque c'est l'utilisation de spécifications techniques qui vous permettent de définir votre besoin, et puis également au travers de références à l'écolabel. Il y en a quelques-uns qui sont affichés. Attention, hein, l'écolabel, c'est quelque chose de normatif assez élevé, avec une tierce partie, etc. Donc, pour aller là très vite, méfiez-vous des écolabels ou des labels autoproclamés. Hein, c'est pas quelque chose qui est dans l'achat public à sa place. Et puis, vous pouvez aussi demander des certificats de qualité concernant la manière dont sont produites les choses. Par exemple, c'est les places. Nous avons également en clause utile, je vois que je souffle, c'est compliqué parce que j'ai l'écran, j'ai l'oreille et j'ai mes fiches. Les clauses utiles, c'est l'article 53, puisque bien entendu, vous pouvez en critères de sélection mettre des performances en lien avec l'objet du marché. Il y a une donnée qui avance un petit peu en ce moment, pour ceux qui suivent la révision des directives européennes, c'est cette notion de coût global d'utilisation, de TCO. Bien entendu, aujourd'hui, c'est une énorme difficulté en termes environnementaux. C'est là où on bute, hein, parce que très clairement, Gérard le disait, on a commencé par l'environnement, mais aujourd'hui, monétariser les aspects et les impacts d'environnement, c'est très compliqué. Or, nous, acheteurs, ce que je ne suis pas, ce qui compte, c'est un petit peu les centimes qu'on peut raccrocher à la réalité de l'impact environnemental. Et on s'aperçoit aujourd'hui de cette difficulté à faire entrer l'économie dans le vert, ou le vert dans l'économie, avec un T. Voilà. Donc le coût, le TCO est une solution, on progresse sur ces sujets, et bien entendu, vous voyez immédiatement cette différence entre prendre en compte le coût au moment de l'achat par rapport versus prendre en compte tout au long de l'utilisation. Je vais redonner la parole à Gérard, parce qu'on va prendre un peu de hauteur de vue, parce que pour faire tout ça, il faut quand même des conditions de réussite, et je laisse Gérard vous les présenter, sachant qu'on en annonce 5, mais qu'on va vous en présenter 4, dans un premier temps. Tu fais des énigmes auxquelles on va répondre. Alors, je vais simplement rappeler que là, on va se focaliser sur la partie socialement responsable, et plus exactement sur la partie insertion, d'accord, puisque ça va être votre menu de la fin de matinée. Donc, en rappelant les conditions de réussite qui sont effectivement de l'ordre de 5, et qui donnent lieu, qui doivent donner lieu à l'établissement d'une stratégie. D'ailleurs, c'est la première condition. On va rentrer dans la volonté politique, puisque c'est une condition qui interpelle la gouvernance de l'établissement. Voilà, volonté politique. Alors, pour l'État, elle a été déterminée à moult reprises. Je ne vais pas repasser de toutes les lois depuis la loi de lutte contre les exclusions en 98, au siècle dernier. Et donc rectifier 2005, loi de cohésion sociale, etc. Simplement, la RGPP, dont vous avez tous entendu parler, probablement plus en mal qu'en bien, est aussi porteuse de la définition de la nouvelle politique des achats de l'État, dont je ne me priverai pas de rappeler qu'elle a 4 objectifs. Le premier, c'est de faire des économies, ce qui ne vous aura pas échappé. Le second, c'est d'utiliser la commande publique comme levier pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Le troisième, c'est de faire des achats durables. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le durable, c'était encore un peu vert. Et le quatrième, c'est de faciliter l'accès des PME à la commande publique. Vous voyez que c'est, alors ça c'est le communiqué officiel du Conseil des ministres, enfin non, du Conseil de révision des politiques publiques, donc du 12 décembre 2007, très exactement, qui définissait la voie à suivre aussi pour la future mise en place du service d'achat de l'État, puisque nous étions à l'époque, et je vois quelqu'un qui s'appelle Henri Alexandre, qui est dans la salle, qui s'en rappelle aussi, puisqu'il était une des chevilles ouvrières de la mission interministérielle France Achat. Et voilà, ça me rassure de ne pas être le seul ancien dans la salle, c'est pour ça que je prends des alliés immédiatement. Alors, volonté politique, donc extrêmement importante, qui a été rappelée par les Grenelles de l'environnement
et le Grenelle de l'insertion. J'imagine que vous avez plus entendu parler du premier que du second, et pourtant, ils avaient lieu en même temps. J'ai eu le plaisir de siéger dans les deux. C'était tout à fait intéressant. D'ailleurs, on a fait des objectifs à la sortie qui étaient tout à fait cohérents, heureusement pour nous. Ça s'est traduit dans la circulaire du Premier ministre, dont on reparlera tout à l'heure, dite État exemplaire, qui a été ensuite suivie par une que vous connaissez bien en février 2010. Voilà pour la volonté politique, indispensable, tout le monde l'a dit, Geneviève Gavard, Hélène Ferraris, Valérie Gare tout à l'heure. Le support juridique, j'irai extrêmement vite et on va passer au troisième, puisqu'il faut avoir un support juridique, mais tout à l'heure on vous dira comment. Donc, je passe à la capacité de réalisation. Ça, c'est extrêmement important, c'est en fait la professionnalisation des acheteurs. Vous vous rappelez sans doute que le métier d'acheteur n'existait pas il y a 3 ans encore, officiellement en tout cas. Il y avait des gens chargés de l'achat. C'était soit des prescripteurs, soit des approvisionneurs, soit des juristes, mais il n'y avait pas beaucoup de termes acheteurs. D'ailleurs, ça n'existait même pas dans le répertoire interministériel des métiers de l'État. Donc, il a fallu le recréer et le redéfinir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les formations d'acheteurs n'existaient pas véritablement en dehors des formations procédurales. Et c'est probablement pour ça aussi que les acheteurs étaient des fournisseurs de procédures et non pas des opérateurs économiques, ce qu'ils sont sur le fond, et à l'État, on ne le savait pas assez. Donc, capacité de réalisation, c'est se former, être capable de réaliser, c'est aussi savoir se faire accompagner, parce qu'on ne sait pas tout faire, on ne connaît pas forcément le métier sur lequel le segment d'achat qui nous intéresse s'appuie, on ne sait pas forcément travailler sur les questions d'insertion, ça on ne l'a jamais appris et c'est normal, donc il faut d'une part se professionnaliser, d'autre part se faire aider, se faire accompagner. Et il y a beaucoup de possibilités sur ce terrain. Et il y a aussi beaucoup de guides qui maintenant nous donnent la voie à suivre. Alors je ne pourrais pas les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais vous les avez en référence, je crois, dans vos dossiers. Ou sinon on vous les donne, c'est évident. Ainsi que les liens sur les sites qui vont bien. Quatrième condition de réussite, la visibilité des acteurs. Je parlais de se faire aider, de se faire accompagner tout à l'heure. Alors bien entendu, l'acheteur, lui, il ne va pas savoir ce que c'est que l'insertion, il ne va pas savoir ce que c'est que le handicap. Par contre, il existe des réseaux pour cela, sur lesquels vous pouvez évidemment vous appuyer et d'abord prendre de l'information. Parce que ce que vous allez faire, si vous allez dire par exemple, tiens, je vais faire une clause sociale pour mettre en insertion des personnes sur un marché, disons, aller de l'entretien des espaces verts ou de peinture, de rénovation de mes locaux, etc., etc. Bon, ça doit être possible, mais est-ce que je suis certain? Je suis acheteur, je n'ai pas envie de lancer un marché qui serait infructueux à cause d'une clause sociale. Donc il faut d'abord que je regarde si, sur le terrain, il y a des possibilités de réponse. Et pour ça, il va falloir aller chercher dans les réseaux donc de l'insertion par activité économique, dans les réseaux du handicap, s'il y a des établissements capables de répondre, s'il y a des personnes en insertion capables d'être mobilisées par les entreprises qui vont soumissionner à votre marché. Et ça, ça n'existait pas il y a encore quelques années. On a créé, en faisant des partenariats avec les réseaux concernés, un certain nombre de réponses qui sont des plateformes, en fait, des sites internet, sur lesquels, on y reviendra, on trouve des réponses sur les 4500 structures d'insertion par l'activité économique de France ou sur les 2000 structures d'aide au handicap de France. Voilà, donc ces sites, vous les avez, socialement-responsable.org et ondéco.org. Donc évidemment, et puis ce que disait un tout petit peu Lionel en creux tout à l'heure, c'est aussi qu'il faut évidemment qu'en face, ils se professionnalisent pour se mettre à niveau de nos demandes, puisque effectivement tout ça a commencé avec les collectivités territoriales, c'est simple, on traverse la rue, on trouve la réponse, et en plus les mairies les subventionnent de coup, donc ils les connaissent en tout cas, ce n'est pas forcément la réalité pour les acheteurs de l'État, des régions, plus loin, ou des établissements publics que vous êtes, puisqu'on n'est pas naturellement en dialogue avec ces structures. Donc, se faire aider en allant chercher les sites,
c'est nul. Et puis la cinquième, on l'a dit tout à l'heure, mais comme Martine Cole est là et qu'elle nous fera une séquence sur l'intérêt et l'utilisation des facilitateurs qui ont été deux fois nommés ce matin et qui est la cinquième condition de réussite, se faire accompagner par un facilitateur. Je n'en parle pas plus et je lui laisserai le soin de décrire cette fonction. À toi pour la suite. Même répartition, je retourne dans le concret, vous avez le CMP, c'est votre outil de tous les jours, puisqu'avant les facilitateurs, il faut quand même se familiariser avec les clauses qui sont utiles pour mettre en œuvre une démarche d'insertion. Vous avez particulièrement, et ça a été déjà dit en creux ce matin, l'article 5. L'article 5, il a été mis dans le code en 2006. C'est une modification importante parce qu'elle s'appuie sur la charte de l'environnement, par exemple, et ça veut dire que l'acheteur ne peut plus se contenter d'entrevoir son marché, de sa satisfaction du besoin uniquement dans une vision économique. Il y a obligation, puisque le code le dit, pour les acheteurs de définir son besoin en prenant en compte les trois objectifs du développement durable. Ça veut bien dire, dans leur aspect consubstantiel, les trois ensemble. Et j'en profite d'ailleurs pour revenir sur ce que disait Gérard du communiqué de décembre 2007 sur la révision des politiques publiques, puisque c'est à partir de ce communiqué qu'ont été fixés les objectifs du SAE. Et là encore, de manière consubstantielle, les trois objectifs du développement durable sont, plus les PME, sont inscrits comme étant des objectifs des politiques publiques au même rang. Donc, si on n'utilise pas l'article 5 pour définir le besoin en ayant en tête qu'il faudra également satisfaire peut-être des aspects environnementaux et des aspects sociaux, eh bien on ratera, et puis on sera d'autant plus soumis à ce que disait aussi Gérard tout à l'heure sur le fait que 3 jours avant la publication, quelqu'un va s'en rappeler et dire « Oh là là, il n'est pas vert du tout ton marché, on ne le laisse pas, et puis on va faire un peu de greenwashing, on va faire n'importe quoi. » Voilà. Donc anticipons et utilisons l'article 5. L'article 10, il est bien entendu là très utile pour d'autres cadres de marché, mais l'allotissement dans notre domaine est extrêmement important parce que, pour aller très vite, il permet de mettre à la taille adéquate. On évoquait les marchés, on y reviendra auprès des structures du handicap. Vous doutez quelquefois que ces structures handicap, elles ont des capacités limitées ou un rayon d'action limité, et que si vous allotissez pas en fonction de ces capacités ou du périmètre géographique, ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas, ça sera fructueux. Il y a d'autres bonnes raisons, par exemple sur l'insertion d'allotir de manière pertinente, c'est la limite, là encore territoriale, de l'entreprise qui accueillera l'insertion de la personne. Est-ce que son rayon d'intervention, sa zone de chalandise, jusqu'où elle va? J'ai en tête un marché dans les Bouches-du-Rhône, ou un marché d'État, où l'allotissement a été fait en fonction des... je ne suis pas spécialiste de l'arrière-pays marseillais, mais en fonction des vallées que finalement les entreprises de BTP franchissaient ou ne franchissaient pas. Donc ça peut être dans ce niveau de coûts humains. Et pour que ça marche, pour que vous ne soyez pas scrupuleux sur les aspects d'insertion environnementale, il faut vraiment y passer. On l'a évoqué dans l'intervention du Louvre, l'article 14, c'est l'outil majeur parce qu'il définit l'exigence que le pouvoir adjudicateur va vouloir faire peser sur le soumissionnaire et donc sur l'attributaire. C'est donc son rôle à l'entité adjudicatrice de mettre une obligation d'exécution. Et c'est là, pour partie, puisque c'est la première étape, que bien entendu le rôle du facilitateur est extrêmement important, puisqu'il vous aidera dans ce qu'on appelle le calibrage. Vous ne pouvez pas imaginer de mettre au doigt mouillé une condition d'exécution en fonction de vos propres connaissances, c'est-à-dire vous n'avez jamais fait de marché de gardiennage, de nettoyage, d'espace vert, je ne sais pas, on est passé tout à l'heure très rapidement sur les segments les plus propices, mais on n'est pas omniscient et omnipotent, donc il y a un moment où ça sera forcément en fonction d'un sujet que vous ne connaissez pas. Donc mettre l'obligation en fonction d'une méconnaissance, c'est particulièrement dangereux. Donc c'est là-dessus que le facilitateur pourra vous aider. On peut utiliser également l'article 15. L'article 15, c'est l'article qui circonscrit aux seules structures du handicap votre mise en concurrence, votre consultation. Là encore, je l'ai dit,
Il y a vraiment une articulation forte à trouver entre l'article 10 et l'allotissement et l'article 15. Au passage, j'ai écrit sur le slide, donc je vais le dire, bien entendu, l'article 15 vous permet de limiter le paiement de créditer des unités bénéficiaires et donc de moins payer la contribution fixe si vous n'êtes pas à 6% d'emploi de personnes handicapées. Vous savez que par l'achat auprès des structures médicales, vous pouvez faire la moitié du chemin, c'est-à-dire 3% de votre obligation, vous pouvez la remplir par l'achat aux structures du handicap. Et puis 53.1, avec une précaution toujours, actuellement, même si on pousse à un peu d'innovation, de mettre dans les critères de sélection, mais toujours en écho à la condition d'exécution, des éléments d'appréciation de la proposition d'insertion qui sera faite par son missionnaire. Là encore, on ne vous le propose pas comme une première pratique, c'est à l'expérience, c'est en fonction de la bonne connaissance du marché, c'est en fonction du facilitateur, de la pondération que vous donnera ces critères. Alors, on le cite parce que c'est quelque chose sur lequel on aimerait que la doctrine avance. Si on débute, contentons-nous de l'article 14, contentons-nous également surtout d'être accompagnés de manière très étroite par les facilitateurs, et puis on avancera. Vous avez également des clauses spécifiques, donc l'article 30 pour ce qui concerne les achats spécifiquement d'insertion. Je ne sais pas si vous, en établissement public, vous avez cette compétence, certains d'entre eux. Voilà, c'est une position très, très particulière. Vous avez l'article 50 qui propose des variantes, et puis vous avez la préférence éventuelle pour les EA et les SCOP en cas d'égalité des offres, c'est l'article 53.4. Vraiment, ce qui est en cours aujourd'hui, je l'ai un peu évoqué, c'est cette innovation, c'est cette pression que les acheteurs les plus en avant essaient de faire passer. C'est un peu reporté aujourd'hui dans la négociation des directives, puisqu'il faut qu'on considère que finalement, les aspects sociaux sont, ça a été dit, par nature ou consubstantiellement dans chaque marché. Et donc vouloir à tout prix qu'il y ait un lien avec l'objet du marché, c'est quelque chose quelquefois qui nous paraît être une limite, mais je le cite en pédagogie et en perspective de ce qui viendra dans les années à venir, et surtout en fonction du crédit qui sera apporté à nos propositions dans la révision des directives actuellement. J'ai dit que c'était avant, mais c'est normal qu'on l'ait vu très brièvement, parce qu'on n'avait pas encore vu. C'était les domaines porteurs, vous les connaissez, certains ont déjà été illustrés ce matin. Le bâtiment, ça a été l'objet d'un équipage Calypso 5, comme Gilles Dalbar l'a évoqué ce matin. C'est très propice à la mise en œuvre de clauses d'insertion. Les publics sont là, c'est des métiers quelquefois sans qualification très importante demandée, c'est des millions rapidement, donc on peut y aller. Je ne vais pas tous vous les faire, mais vraiment ayez en tête cette première définition qui est de dire principalement, et c'est assez évident, pardon, les métiers avec une forte proportion de main-d'œuvre. C'est aussi simple que ça. Et puis, pour information, on le cite aussi, parce que ça reste assez quelquefois fumeux ou difficile à appréhender. Vous savez que vous avez la possibilité, enfin les soumissionnaires ont la possibilité de répondre à l'exigence d'insertion soit par embauche directe, soit en faisant appel à des structures d'insertion par activité économique, donc elles sont de nature différente, elles vous sont rappelées ici, et on est à votre disposition pour le préciser. Alors, le slide suivant est un mixte. Entre ce qu'on s'est dit qu'on ne répéterait pas, puisque la visibilité des structures de l'IAE, c'est quelque chose qu'on vous a déjà évoqué. Ça fait aussi partie, alors je veux dire, de notre boulot commun, c'est-à-dire que l'acheteur, au-delà de son benchmarking et de sa connaissance de ces structures, il a aussi son rôle dans ce qui a été déjà dit, dans la montée en capacité de ces structures. C'est pas tout de dire on a demandé ça et puis ils nous ont pas répondu, ça crée chez l'autre ou ceux d'en face un sentiment de dire l'État ou les établissements publics ne nous aiment pas, on ne peut pas répondre, voilà. Donc il y a quand même une démarche aussi d'accompagnement, de rencontre, d'échange en préalable, c'est aussi une des motivations à l'anticipation, c'est qu'au-delà de la visibilité de ces structures de l'IAE ou du handicap, il faut les accompagner, il faut bien leur faire comprendre votre besoin, vos spécificités, et je le dis d'autant plus qu'en tant qu'établissement public, enfin diversifié, vous avez des attentes particulières. Et puis l'existence d'un facilitateur, c'est bien entendu la condition de réussite. C'est un peu de teasing pour l'intervention de Martine, mais c'est la condition de réussite. Aujourd'hui, il est très clair que ne vous inventez pas spécialiste de l'insertion. Ça ne marche pas.
On y est tous passés. Mes collègues du SAE s'y sont cassés les dents quelquefois. Plus il y a d'ambition, plus c'est nécessaire d'avoir cet accompagnement des facilitateurs. Alors, Martine le redira à sa façon, mais bien entendu, quelques étapes sont rappelées dans ce slide. D'aider à la définition, j'ai déjà évoqué, d'aider également au repérage des personnes qui pourraient être susceptibles d'être insérées, proposer l'embauche, mettre en relation l'ensemble des partenaires et puis suivre l'exécution. Je vais revenir sur les outils qui sont à votre disposition. Il y en a deux, moi j'ai tendance à dire qu'il faut montrer. Voilà, donc il y en a un que vous n'avez peut-être pas encore bien appréhendé, puisque c'est la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques des marchés publics. Simplement pour dire que quand même on rappelle, même si c'est... On rappelle, oui, c'est l'adage de la direction des affaires juridiques, dans ce guide des bonnes pratiques, insiste bien sur la nécessité de mettre en œuvre les clauses sociales et environnementales. La Bible, vraiment, ce qu'il ne faut pas, le Coran ou la Torah, ce que vous voulez, mais ce qu'il ne faut absolument pas mettre dans le placard ou utiliser pour coincer votre bureau qui branle, non, c'est le document absolument indispensable. C'est donc le guide commande publique et accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. C'est issu de l'atelier des aspects sociaux de l'Observatoire économique de l'achat public, l'OEAP. La première version, Gérard l'a produite en 2007. La deuxième version, il l'a produite en décembre 2010, sous l'égide de Jean-Baptiste Defoucault qu'on a cité ce matin. Tout y est, une première partie pédagogique, vous avez l'ensemble de ce qu'il faut connaître, en mieux que ce qu'on va vous dire toute la matinée, et puis une deuxième partie, encore mieux, et une deuxième partie qui est question-réponse et qui vous permet vraiment d'avoir. C'est disponible sur le site du ministère de l'économie, rubrique direction des affaires juridiques. C'est disponible également sur le site Socialement Responsable, puisque Gérard en a parlé. Socialement Responsable, c'est à la fois, c'est d'abord un annuaire des structures d'insertion. Voilà, vous pouvez découvrir. Il y a une fonctionnalité qui permet par territoire, et je pense que là aussi ça vous importe particulièrement, de voir quelles sont les structures, quelles sont les capacités. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre en 2009 et qui marche très bien. Endeco, c'est également, endeco.org, c'est également une plateforme, pardon, c'est d'abord un annuaire des structures, mais c'est également une plateforme, ça a été dit par le Louvre. Vous pouvez y déposer vos consultations et donc de cette manière renforcer la visibilité qui sera la leur et donc éventuellement le potentiel de soumissionnaire. Et puis, il y a également, pour cette, c'est pas en slide, pour cette manière de mettre en visibilité et consultation, il y a l'outil du SAE, Place, qui est ouvert aux opérateurs de l'État et sur lequel je vous recommande parce qu'il va bientôt avoir une modification. Quand vous déposerez votre consultation, vous pourrez indiquer si c'est en l'article 14 ou en l'article 15, ça sera de cette manière-là flagué, entre guillemets, et on pourra avoir un flux RSS directement vers les structures qui auront bien voulu s'identifier, s'inscrire, sur le monde de handicap, et recevront vos consultations. Je laisse la parole à Gérard pour une conclusion pleine de sens, puisque les conditions de la réussite sont ici à nouveau représentées, et pour le mot de conclusion. Un mot de conclusion simple, c'est effectivement pour se mettre à travailler efficacement sur des achats publics responsables, spécialement sur les clauses d'insertion. Je pense qu'il est absolument nécessaire, comme le disaient à la fois les trois intervenants à leur façon différente ce matin qui en ont témoigné, c'est la question de la gouvernance. On a appelé ça volonté politique. Évidemment, c'est un dialogue. Ça n'est pas du top-down, je suis complètement d'accord. C'est pas simplement parce que le Premier ministre a écrit une circulaire, d'ailleurs co-signée par tous les ministres, il faut faire. Mais c'est parce que vous, dans votre réalité d'acheteur, sur les segments d'achat qui vous interpellent, dans votre territoire, vous trouvez du sens à cette action et que ce sens, vous le faites partager à vos collègues des autres structures de votre organisation, de votre établissement, qu'il soit public ou pas, et que la gouvernance de cet établissement comprend cela dans sa stratégie, dans son managériat. C'est très clairement quelque chose qui doit être à l'intérieur, intégré à la stratégie de l'entreprise et de l'établissement. Ça me paraît essentiel de le dire, parce que si on n'a pas ça, de toute façon, on fera de l'ersatz, on ne fera pas du réel. Donc ça, c'est très très important. C'est très important aussi ensuite de savoir faire, et donc c'est toutes les autres conditions de réussite, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui sont nécessaires au montage
de cette politique et de la mise en pratique de cette politique. Donc des stratégies, des moyens, en se donnant des objectifs, en se donnant des indicateurs minimaux, de suivi de cette politique. Et ça, c'est simple à faire. C'est simple à faire. Je dois à la vérité néanmoins de dire que c'est une démarche qui est évidemment plus chronophage que de faire du copier-coller du marché de l'année précédente ou des 3 années d'avant. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est le métier d'acheteur que de faire du copier-coller? Je pense que vous allez être unanime à répondre avec moi. Non, certes pas. Sinon, vous vous déconsidéreriez en tant qu'acheteur dans votre profession. Donc, avoir du sens et du savoir-faire, c'est faire et pratiquer l'achat responsable. C'est ce que je souhaitais vous dire avant qu'on vous amène peut-être à essayer d'en faire un peu virtuellement ce matin. Alors, on va passer à la présentation du cas pratique. Pour relayer un petit peu ce qui vient d'être dit, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 a priori pour réussir l'achat responsable qu'il faut dépasser. Il y a l'a priori, ayez en tête, de renchérissement. Ça a été dit, faire de l'achat responsable en ayant un objectif environnemental ou un objectif social, ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher et en macro, ça ne coûte surtout pas plus cher à la société. Et donc, ne butons pas sur cet aspect. Je le dis parce que c'est souvent vos mandants qui vont vous dire oh là là, t'affole pas, t'es en train de te faire bourrer le mou, mais n'empêche que au final, ça va être plus cher. Non, ce n'est pas plus cher. Je cite pour aller très vite un marché de l'éducation nationale qui, sur des consommables informatiques, a réussi, confié aux structures de handicap, je le précise, a réussi à gagner 40% par rapport à son marché précédent. Donc, il y a des marges de progrès et ce n'est pas l'environnement ou le social qui vont les réduire. Deuxième a priori, c'est l'a priori que vient de citer Gérard à l'instant, c'est complexification. Oui, c'est plus complexe, mais la première fois, c'est quand même beaucoup de choses. La première fois, c'est plus compliqué. Et bien, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, quand ça sera une habitude, et bien, cette complexification aura complètement disparu. Et là encore, vos mandants vous diront ah ouais, t'as bien fait d'investir, finalement, t'es devenu spécialiste sur la question, et vous allez diffuser, votre savoir-faire va percoler. Troisième a priori, c'est l'a priori d'insécurité juridique. Bon, là, je pense que tant les expériences qui ont été évoquées, tant maintenant l'historique sur ces questions que le code à façon, là, ça serait vraiment du mauvais esprit de dire qu'il y a plus de risques. Vous étiez le seul risque, c'est de manipuler le 53.1, ne le faites pas en premier aspect. Et puis, c'est aussi notre rôle, quelquefois, d'innover, je l'ai dit, de courir le risque, d'inciter. Moi, je ne connais pas à ce stade de jurisprudence qui aurait été à l'encontre d'un acheteur ayant eu un peu d'ambition. Et puis le dernier point, c'est l'idée préconçue. L'idée préconçue, et Hélène me souffle qu'on laissera la place à quelques questions dans la salle avant de lancer le cas pratique. Le quatrième a priori qu'il faut vraiment dépasser, c'est l'a priori de prestations ou de services qui seraient faits ou rendus dans une qualité moindre. Alors ça, encore, c'est quelque chose à dépasser pour 2 raisons. D'abord, il n'y a pas de raison que quelqu'un en fauteuil roulant ne sache pas faire une maintenance informatique si elle est faite par un clavier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, ça a été dit, quelqu'un qui est sorti de prison, a priori, il a payé sa dette, donc pourquoi un ostracisme particulier à ce moment? Donc dépassons, ce n'est pas la capacité des personnes, et quand je disais que c'est un double, c'est parce que c'est aussi à nous, acheteurs, d'avoir auprès de ces structures du handicap ou de l'insertion la même exigence. La même exigence. On parlait de cette nécessité de les professionnaliser. Si auprès du handicap, on fait encore de la charité, ou si auprès de l'insertion, on a encore des préventions particulières en disant oui, ben lui c'est normal, non, la même exigence, ils doivent satisfaire les mêmes besoins au même prix. Voilà. Et donc ces 4 a priori, j'espère que la journée, parce qu'il y a des choses en lien avec les PME, vous permettront de trouver les arguments pour les dépasser, parce que je ne doute pas que vous-même, vous les ayez déjà dépassés pour bon nombre. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a un effet de levier important. Les questions à la salle, aux experts, mais avec, là encore, comme Lionel ce matin, beaucoup d'humilité, et puis sachant que, à travers le cas et l'exposé de Martine, il y aura encore des éléments de réponse qui vous sont fournis. Y a-t-il des questions? On ne vous entend sûrement pas au fond de la salle, donc attendez le micro et veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, Nathalie Rollier de l'Institut Télécom, donc je suis responsable des achats. Donc on s'est l'Institut
télécoms, on professionnalise les achats seulement depuis 1 an. Donc, je suis toute seule à m'en occuper. On essaie d'identifier des correspondants dans nos écoles. On souhaite en fait, on fait déjà des clauses d'insertion, on insère déjà des clauses concernant le développement durable. Sur l'aspect social, il y a des choses qui ont été faites. On voudrait en fait prendre contact avec des facilitateurs pour un futur marché. Je voudrais savoir quel est le temps en fait d'échange, combien de temps en fait, quel est le temps moyen en fait pour mettre en place une telle clause. Un certain temps, comme M. Ducanon, moi je vois derrière Hélène qui le cache, bien entendu. Non, ce qu'il faut tenir, c'est vraiment cette logique d'anticipation d'une part, donc ça va être difficile de vous répondre, ça dépend du cas, de la complexité du marché, et cette logique d'anticipation, j'insiste vraiment, il y a aussi une logique d'apprentissage. Quand localement, ou même si vous êtes établissement public national, vous avez établi des collaborations entre le facilitateur, entre vos services prescripteurs, et éventuellement, on l'a pas cité tout à l'heure, le référent d'IAE, donc qui est lui dans la partie directe, qui fait émerger l'offre d'insertion, il y aura des habitudes de travail qui vous permettront d'aller plus vite. J'insiste, la première fois, je ne vais pas cacher, c'est quand même plus compliqué. L'anticipation, c'est plutôt lié pour moi, mais Gérard complétera, c'est nécessaire, à la taille du marché, c'est-à-dire la complexité du marché. Elle n'est pas inhérente à ces aspects sociaux environnementaux. Là encore, vous ne faites pas avoir quand on vous dira, ah bah ouais, mais non. Si on est à 3 jours de la publication, c'est pas de la faute de ceux qui ont mis des clauses sociales environnementales. La plupart du temps, parce que c'est 3 jours avant la publication que le service prescripteur y pense, ou que le directeur y pense. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas déjà perdu de temps dessus. Mais c'est surtout parce que plus le marché est complexe, plus ça va être long. Mais les clauses sociales et les clauses environnementales ne sont pas un aspect de la complexité, sauf peut-être la concrétisons deux réponses très simples. Un marché de rénovation de bâtiments assez lourd, hein, donc qui a eu lieu au ministère des Finances, quelque part à Rennes, me souvient-il. Souhait de mettre d'ouvrage des clauses sociales, consultation du service d'achat de l'État à peu près 1 mois avant la date de lancement du marché présumé. Immédiatement réponse et accrochage du facilitateur de la ville de Rennes. Réponse immédiate en 2 jours, montage d'une réunion, etc. 1 semaine après la réunion avait lieu, les définitions de lots, 13 lots donc dans le marché, avec des lots plus ou moins porteurs de clauses, certains très lourds avec quasiment 50%, d'autres à 5% et d'autres rien du tout, selon les métiers adressés. Tout cela, ça a été réglé en 1 semaine entre le maître d'ouvrage, son maître d'œuvre désigné et le facilitateur local, ce qui fait que le marché est sorti avec les clauses et dans les temps. Donc vous voyez, c'est possible. Mais parce qu'on avait tout de suite les bonnes réponses et les bons interlocuteurs. Autre cas, très différent, on a mis 1 an à allotir proprement et à trouver des solutions et des réponses pertinentes sur le marché qui a été évoqué tout à l'heure par Valérie Gamme du Louvre, sur la D3E. C'est un marché national interministériel pour l'ensemble des distributions d'appareils électriques et électroniques, avec un opérateur de marché un peu lourd à bouger qui s'appelle l'UGAP. Donc on a réussi à monter en 9 mois le sourcing, d'accord, et la définition des lots, d'accord. Voilà, donc vous voyez, selon les cas. Une question autre. Deuxième micro. Bonjour. Régine Cahuzac, Université Joseph Fourier à Grenoble. J'ai une question concernant l'article 30. Donc, pour avoir travaillé en collectivité territoriale, c'est vrai que c'est une spécialité des collectivités, donc il n'y a pas de difficulté à recourir à l'article 30 pour acheter de l'insertion avec comme support l'activité économique. Je me pose la question aujourd'hui dans une université. Est-ce que je peux avoir recours à cet article 30? Est-ce que je peux acheter de l'insertion? C'était un grand débat. Je vais répondre sur 2 plans. Sur un plan strictement juridique, achat, code des marchés, vous pourriez. J'ai bien dit vous pourriez. D'accord? Par contre, bien entendu, vous n'avez pas la compétence. Sur le fond, qu'est-ce que vous feriez à acheter de l'insertion dans une université, d'accord? Donc la question, elle ne se pose pas sur le plan du strict droit du marché, elle se pose
effectivement sur la politique de l'université, sur la détermination de son besoin d'achat. D'accord? Donc on est bien en anticipation, on est en amont de cette affaire. Si les collectivités le font, tout simplement, c'est qu'elles ont une clause de compétence générale et qu'elles ont le droit d'avoir des politiques d'insertion au bénéfice de leur population, ce qui n'est pas le cas de l'université que vous représentez. Voilà. Merci. Oui, bonjour, Fabien Voisin, je suis responsable des achats de. Je voulais juste revenir sur l'Institut national de recherche en informatique et en robotique. Faire un petit parallèle peut-être avec la professionnalisation des achats en public par rapport au privé, justement, la démarche achat est déjà assez mature, en tout cas en fonction des organisations. Je veux savoir si dans le public on était beaucoup fois en avance par rapport au privé sur la démarche achat responsable, et puis après aussi sur la partie état exemplaire, dire on impose des exigences à nos fournisseurs, à nos prestataires. Est-ce qu'on s'impose même des exigences, notamment est-ce que l'achat responsable, c'est pas une manière aussi de faire un peu, c'est un peu l'alibi de la gouvernance des organisations publiques qui ne recrutent pas forcément Il a voulu répondre le premier, tant mieux. Je réponds puisque c'est l'État qui est interpellé. Gérard, aujourd'hui, représente l'OPSA et il répond pas avec cette casquette. L'État est pas en avance particulièrement, ça a été dit, puisqu'aujourd'hui, elle est à petit 2%, et encore dans une comptabilisation qui n'est pas parfaite, des marchés sont déclarés comme ayant une clause sociale. Voilà. C'est pas la bouteille, comme je dis souvent, à moitié vide ou moitié pleine, c'est quasi zéro, et donc il y a beaucoup de marge de progression. D'autant plus que cette marge de progression, on peut l'apprécier par rapport au travail qu'ont fait les collectivités locales, où on est à peu près sur 10-12% de l'ensemble de leur marché étant closé. C'est faux. Quand on dit tous les marchés peuvent être closés, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, social, on s'entend. Mais bien entendu, il y a des particularités, des tailles qui fait que ce n'est pas le cas. Et la collectivité, par exemple, Nantes Métropole, est à peu près dans un marché sur 10 closé. Ça, c'est le premier élément de réponse. Sur le parallèle ou la comparaison, je ne vais pas dire l'analogie parce qu'elle n'existe pas avec le privé, très clairement, ça a été dit par Jérémy Lavard, l'État, dans cette mise en œuvre de clauses sociales d'insertion et ses opérateurs, c'est la démonstration de l'intérêt général, c'est la démonstration de l'obligation de prendre en compte ces sujets. Dans l'entreprise, je fais référence un peu à l'historique justement des clauses environnementales ou des aspects environnementaux, trop souvent ça a été une logique. L'idée est actuellement, certaines entreprises, sous pression du 6% handicap, font des démarches, sous pression, restent limitatifs sur leur capacité ou leur envie de le faire s'il n'y a pas cette pression financière, et dans la foulée se disent tiens, pour l'image de marque, on peut peut-être travailler auprès de l'insertion. Je suis très rapide parce qu'il y a des corps de métier où c'est une nécessité de faire de l'insertion. Donc voilà, ils vont aussi politiquement tourner cette nécessité comme quelque chose qui est mis en avant. Donc moi je pointe simplement la différence. L'État, c'est dans ses gènes de devoir le faire, et les opérateurs également. Les entreprises, c'est plutôt dans une démarche RSE, soit elle est légitime, elle est pertinente, elle est honnête, soit elle est un peu d'affichage, et ça, il y a toute la gamme. Alors, on va faire le contrepoint, puis je vais me provoquer encore à nouveau, évidemment, puisque l'État, moi j'ai plus d'obligation de réserve, donc j'y vais gentil. L'État, il a dit des tas de choses, et il a mis ça dans des textes, qu'il n'a pas mis en application lui-même, il faut être très clair. Si les collectivités locales sont en avance sur ce point, c'est qu'elles avaient la pression de l'existence, c'est-à-dire de leur population, la pression du terrain. Quand on a parlé tout à l'heure de la loi contre l'exclusion, elle date de 98, les premières clauses sociales de l'État datent de quand? 2007. Ok? Cherchez l'erreur. Voilà, donc la réalité est aussi dans la volonté véritable de mettre en place en termes de gouvernance, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas simplement le texte ou la loi. La loi, elle peut être édictée et non appliquée par l'État. C'était un grand classique sur ce sujet. Si Jean-Baptiste de Foucault a piqué une fume un jour, alors que c'est le plus gentil des hommes, contre le ministre des Finances qui ne faisait pas son travail, c'est parce qu'il y avait effectivement de quoi dire et de quoi faire. Alors, ceci
Ceci étant, ça ne veut pas dire que le privé était meilleur, hein, pas du tout. Le privé a fait beaucoup de greenwashing, mais aussi dans le privé, il y a eu des initiatives. Quand je prends par exemple des gens sur lesquels je me suis moi-même appuyé sur les premières clauses dont je parlais lors de l'ANIFA, par exemple le club FACE, Agir contre l'exclusion, hein, donc des clubs d'entreprise. Il y a IMS Entreprendre pour la Cité, enfin, il y a un certain nombre de clubs d'entreprises citoyennes et responsables qui ont fait avancer des choses. Et on s'est appuyé aussi largement sur elles pour essaimer les bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui sont dans des réseaux d'acheteurs. Il y a des réseaux d'acheteurs. Alors certes, ils ont commencé par le handicap. Pourquoi? Un, parce que c'était plus facile. Deux, parce qu'il y avait une sanction économique immédiate. La taxe AGFIP, elle est lourde, et effectivement, elle a triplé déjà en plus, hein, comme le FIP d'ailleurs, pour le public, et il y avait effectivement un intérêt immédiat à agir. Donc elles se sont lancées beaucoup plus sur le handicap que sur l'insertion par l'activité économique. C'est aussi simple que ça. Donc rétablissons les éléments maintenant en étant pédagogue, pardon, et en donnant de bons exemples. Et puis, il y a ISO 26000 qui arrive. Il y a ISO 26000 qui est arrivé, qui est une norme de comportement sur la responsabilité sociétale des organisations. Et nous venons, ça c'est l'OPSAR, donc j'ai bien mis la casquette d'observatoire des achats responsables. C'est l'OPSAR qui a animé les groupes de travail à l'AFNOR sur la déclinaison ISO 26000 sur la sphère achat. Nous sortons, là, normalement c'est la semaine prochaine que c'est édité, donc une norme achat responsable qui s'appelle NFX 50135, pour ceux qui veulent apprendre à parler afnorien, et qui est d'ailleurs la première norme achat responsable au monde, et d'ailleurs ISO 26000, enfin ISO, l'International Standard Organization, a décidé dans cette dernière Assemblée Générale de s'appuyer sur notre travail pour en faire le socle d'un travail international sur la question des achats responsables. Donc on peut dire qu'il y a une petite chose qui se passe à l'heure actuelle aussi dans le privé. La norme de Green City Gérard sera publiée la semaine prochaine. Et ceux qui ont oublié d'ici là ma tête pourront la voir sur ce sujet dans le mot tout à l'heure. Oui, encore. Je voulais simplement rebondir très brièvement sur la question qui était posée, acheteur public par rapport à acheteur privé. Nous sommes là aussi pour motiver et pour donner une nouvelle impulsion. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire preuve d'autosatisfaction, mais il ne faut surtout pas faire preuve non plus d'autoflagellation. Moi, je suis extrêmement surpris. Certes, le privé a sans doute été en avance sur nous, dans la mesure où ils ont eu, quand on voit la part de l'achat dans le chiffre d'affaires, par exemple, des sociétés industrielles, ils ont dû optimiser leur achat et en faire un instrument d'économie extrêmement massif, voire dévastateur, sans doute bien avant que nous l'avons fait. En revanche, en matière d'achat responsable, certes, il y a des choses qui nous interpellent particulièrement pour le social et pour l'environnemental. Peut-être que nous sommes en retard sur le privé, je ne sais pas. En revanche, il y a un sujet sur lequel nous ne sommes pas du tout en retard. Et des gens qui sont tout à fait honnêtes, et il y en a partout bien évidemment, autant dans le secteur privé, se tournent vers nous pour savoir comment nous faisons. Le Code des marchés publics a cette extraordinaire vertu qui nous impose de vérifier un certain nombre de choses chez les fournisseurs qui nous paraissent à nous tellement basiques et tellement du minimum de notre coût d'acheteur qu'on ne s'aperçoit même pas que le privé ne le fait pas forcément. En matière de surveillance de ce qui se fait chez nos fournisseurs, chez les sous-traitants des fournisseurs, etc., il y a certaines très grosses boîtes privées, je me fais un petit peu provocateur comme mon ami Gérard Bruno, mais je ne citerai pas de nom, mais certains de vous y penseront peut-être, qui ne se privent pas de faire des rapports développement durable absolument faramineux, et avec tout un tas de couleurs et extrêmement volumineux chaque année, et qui laissent se faire des choses en matière d'achat absolument abominables dans toute la chaîne de sous-traitance derrière. Et nous sommes aux premières loges de sécurité sociale par biais des URSSAF en matière de non-déclaration, en matière de travail noir, en matière de sous-traitance sauvage, de détachement de travailleurs étrangers en incohérence avec les directives européennes, etc. etc. Donc voilà, et sur ce plan-là, il ne faut pas se priver aussi d'arriver à valoriser certaines choses sur lesquelles nous n'avons absolument pas à rougir par rapport au secteur privé. Très bien, merci. Il y a encore une question. Dernière question. Dernière question. Ici Spinoza, Binra. Je vais poser une question parce que souvent, effectivement, quand je suis au Grand National, on a 18 centres et on nous demande effectivement de massifier, d'avoir un intérêt de la basation du marché national pour des raisons économiques, et on revient dans le secteur
Or, on s'aperçoit que vous conciliez ça avec du social dans le cadre de la politique locale, et vu que la réglementation vous dit qu'il ne faut pas avoir de discrimination géographique, de temps en temps, ça peut poser problème. Alors, comment vous faites pour concilier effectivement vraiment l'attachement local qui existe et qui est important d'avoir une proximité, avec ces considérations de marché public que vous atteignez de faire vraiment de la discrimination géographique, et je le vois notamment nous dans le marché de restauration, dans le social, et par rapport à des marchés réservés, aussi par rapport à des bio, dans lesquels on peut avoir vraiment l'accès au circuit court, je sais qu'il y a là-dessus, mais vraiment circuit court, ça veut dire effectivement les choses qui sont du terroir, qui sont une certaine proximité, c'est un rapport de prix dans des coûts, et aussi une considération locale plus intéressante, y compris dans le social. Réponse en une minute absolument impossible, mais je vais faire moins, donc vous allez voir. Deux réponses possibles en fait. Un, l'allotissement, ça se réfléchit, et effectivement, on peut avoir des réponses, y compris en mêlant dans nos marchés, dans nos appels d'offres, un certain nombre de questions qui permettent des réponses différenciées selon les territoires. Ça, c'est tout à fait possible. Et le deuxième élément, malgré le fait que le Code des marchés et les directives européennes, notamment contre ISO 26000 que je viens de citer, proscrivent les marchés de proximité, on peut quand même réaliser un certain nombre de choses en contournement, c'est-à-dire en réfléchissant un tout petit peu à la bonne façon de présenter nos conditions d'exécution, notamment. Et puis, deuxième réponse, pour l'insertion, généralement, on mobilise les gens sur le terrain, c'est-à-dire là où a lieu effectivement la prestation de service ou des travaux porteurs de la cause. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut organiser une coopération, une mise en cohérence, une coordination, et y compris entre les facilitateurs d'ailleurs. Je ne sais pas si Martine Cole en parlera tout à l'heure, mais c'est possible. Et en tout cas, le SAE, à l'époque, avait, et je crois qu'elle a reconduit, une convention avec Alliance Ville Emploi, qui est l'association nationale qui porte les métiers de facilitateurs et qui permet d'avoir des réponses diversifiées par région ou organisées, pardon. Les deux sont possibles par région et sur le territoire national.